Bonsoir Benoît Hamon, merci d'être avec nous. Vous êtes membre fondateur de Génération, tête de liste aux élections européennes de Génération. Vous avez dévoilé votre liste cet après-midi, les 30 premiers noms. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, Emmanuel Macron qui répondait au président de région, qui s'inquiétait des violences hebdomadaires et qui bloquent une partie de des économies régionales. Et sa réponse, lorsqu'on va le samedi dans des manifestations violentes, on est complice du pire. Et à votre place, Muriel Pénicaud, elle disait, ceux qui vont dans des manifestations illégales, qui observent, qui regardent, d'une certaine façon, ils participent, ils sont complices, il faut que ça s'arrête, stop à la violence. Vous êtes d'accord ? Stop à la violence, évidemment. Moi, j'ai aucune forme d'indulgence à l'égard de la violence qui, on le répète en plus à chaque fois, mais c'est bon de le répéter, ne sert jamais le combat de ceux qui se plaignent de l'injustice, des inégalités, des petits salaires, des petites pensions, des services publics qui disparaissent, qui veulent avoir du pouvoir dans la démocratie, qui ont l'impression que la technocratie, les lobbies, l'argent, le diplôme donnent plus de pouvoir que le bulletin de vote. Tout ça, c'est vrai. Mais dès qu'il y a de la violence, eh bien, forcément, les projecteurs se concentrent sur la violence et on en oublie pourquoi les gens sont dans la rue. Non, je ne suis pas d'accord avec le président de la République quand il dit ceux qui descendent dans la rue sont complices des ceux qui font qui exercent des violences. Vous allez pas. Moi, j'ai participé à des dizaines de manifestations. J'en ai vu des casseurs et j'ai, comme beaucoup, me suis dit parfois avec la larme à l'œil, mais pourquoi font-ils ça quand nous sommes si nombreux à nous battre pour l'égalité des droits, pour l'égalité femmes-hommes, pour des combats qui méritaient autre chose que de la violence contre des forces de l'ordre, de la violence contre des commerces, etc. Et ce que je dis, c'est que le président de la République cherche aujourd'hui une nouvelle fois à désigner un adversaire qu'il prétend qu'il est le rempart au désordre, mais je vais dire les choses les plus clairement, soit-il ou soit-elle, c'est pas Emmanuel Macron ou le désordre. Aujourd'hui, on a Emmanuel Macron et le désordre. 15 semaines de désordre. Mais de désordre au plus haut sommet de l'État. N'est-il pas du désordre dans le fait que le président de la République est resté silencieux face au mouvement des Gilets jaunes au début, dans ses incapacités à comprendre ce qu'il se passait? Moi, je pense que nous avons aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, le désordre. Et il me semble qu'aujourd'hui, le président de la République doit faire le travail pour lequel il a été élu. D'abord, comprendre le peuple français et comprendre sa double demande. Une demande de justice sociale. C'est pas ce qu'il fait avec le grand débat, c'est pas ce qu'il fait lorsqu'il écoute les maires, les différents élus. Non mais les maires, il pouvait les voir depuis longtemps, mais et c'est bien qu'il voit les maires. Mais il me semble qu'aujourd'hui, il y a, je vais prendre les choses simplement, on lui demande une autre répartition des richesses. Il y a des gens qui étaient tellement invisibles qu'ils ont été obligés de mettre un gilet fluo, de venir 15 semaines d'affilée sur des ronds-points pour qu'on les entende et qu'on les voit. Mais il est notre type ou espèce d'invisible que le président de la République protège. Parce que ce sont ceux aujourd'hui qui concentrent l'essentiel de la richesse et qui sont devenus éminemment plus riches depuis qu'Emmanuel Macron est élu. Ils s'enrichissaient déjà beaucoup, mais depuis qu'Emmanuel Macron est là, ils sont encore plus riches. Est-ce qu'on peut aujourd'hui poser la question de la transition écologique sans interroger la responsabilité de Total? On fait payer celui qui fait son plein de fioul, mais on n'interroge pas ceux qui vont puiser dans les sols et chercher les énergies fossiles et qui se font des milliards de bénéfices. On ne met pas à contribution les banques qui financent plus l'énergie fossile que le renouvelable. En clair, Emmanuel Macron maintient invisibles ceux qui sont responsables d'une répartition inégalitaire des richesses. C'est dans l'entreprise qu'elle se répartit la richesse. Donc pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas aujourd'hui là où elle se répartit mal, et pourquoi le président de la République ne met pas à l'index ceux qui aujourd'hui sont responsables en grande partie de ces inégalités qui explosent dans la société française? Quelle sortie du grand débat souhaiteriez-vous précisément? Moi je souhaiterais qu'il avance sur ces questions-là. Le peut-il, difficile pour le président de la République. Il a été élu par ces grands lobbies industriels, financiers... qui 66% des Français au deuxième tour, quand même. Oui, mais 24% au premier. Voilà, mais on peut dire ce qu'on veut. La réalité, c'est que ceux qui l'ont soutenu, d'ailleurs ceux qui ont financé sa campagne, sinon il aurait introduit la transparence sur les dons dans les campagnes électorales, ceux qui ont financé sa campagne sont ceux-là. Et d'ailleurs, je serais bien heureux qu'il fasse un jour la transparence sur ce point. Mais bon, il est finalement l'enfant, la créature de ce monde-là. Bon, aujourd'hui, donc il ne touchera pas à la répartition des richesses, quand même. Regardez, un bel aveu. Tout le monde dit rétablissez l'impôt sur la fortune. Vous avez une ministre du gouvernement Philippe qui dit non, il faut faire l'impôt universel. Moi j'étais pour le revenu universel. Eux ils sont pour l'impôt universel. Non, on n'a rien compris sur la fiscalité. Moi j'ai compris. Comme tout le monde a bien compris ce qu'elle disait, madame. Oui. Gouraud, je crois. Hein. Oui, madame. Bon, voilà, c'est assez symptomatique d'un gouvernement qui n'entend pas grand-chose à ce qui se passe. Non, aujourd'hui le président a dit il faut accélérer la baisse des impôts.
Oui, ce qui est bien, c'est que pour l'instant, il n'a fait que la baisse des impôts pour les plus riches. Mais enfin, attendez. Quand il a donné 12 milliards il y a quelques semaines et qu'il a notamment supprimé la CSG, le CRIEF. Attendez, et qu'il a fait un certain nombre, enfin, et qu'il a, il a renoncé, oui, absolument. Non, il a renoncé. Bien sûr. On lui demande de renoncer à la baisse de l'ISF. Parce que 4 milliards, mais il a renoncé à la taxe carbone, il a renoncé à la hausse de la CSG, etc. Oui, d'accord, mais c'était ça l'origine du mouvement. C'était ça l'origine du mouvement. L'origine du mouvement, c'est aussi. Je vais prendre des exemples concrets. C'est intéressant de voir Agnès Buzyn. Est-ce que la fin de l'ISF, le retour de l'ISF, ça changerait la vie quotidienne des Gilets jaunes? Je peux vous dire que dans les hôpitaux publics, pour maintenir des maternités là où elles ferment et que ça ne fait pas sens, pour maintenir des hôpitaux ou contribuer à lutter contre la désertification médicale, il y aurait des millions de Français qui se réjouiraient que cet argent-là soit injecté sur leur territoire. Sur les questions de santé, pour commencer, allez, ne cherchons pas 1000 affectations à ces 4 milliards, tout sur l'hôpital public ou sur la lutte contre les déserts médicaux. Eh bien, vous auriez une solution concrète à un drame qui se joue dans bon nombre de nos régions. Ça n'avait pas été fait dans le passé non plus. Hein. Mais c'est pas parce que ça n'a pas été fait. La réalité, c'est qu'il y avait là, en l'occurrence, on se prive de moyens. C'est que quand vous dites aux plus riches parmi les riches, je vais vous faire payer moins d'impôts, donc vous baissez la contribution de cela à un effort que payent tous les Français, que font tous les Français, sur la CSG ou sur la désindexation des pensions par rapport à l'inflation. Ça, c'est une baisse concrète des pensions. L'a-t-il remis en cause? Non, ça, il ne l'a pas remis en cause. Eh ben, les retraités, donc, eux, se voient toujours promettre une baisse des pensions, et les riches, eux, une baisse de leurs impôts. Eh ben, vous voyez, si Emmanuel Macron a compris, il me semble que non. Les Européennes, le sondage Ipsos pour Le Monde d'hier, auprès de 10 000 personnes, vous crédite de 5% des intentions de vote, celui de Louis Harris pour Le Figaro, 4%. Vous avez refusé la main tendue par le Parti Socialiste en décembre. Vous avez dévoilé les 30 premiers noms de votre liste. Ça veut dire que vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout, quel que soit le score qu'on vous accordera d'ici le 26 mai? Déterminé à aller jusqu'au bout, oui, mais jusqu'au bout pas forcément seul. Écoutez, on va remettre les choses à l'endroit. Moi, j'ai fait une proposition, à laquelle d'ailleurs les partis de gauche n'ont pas répondu. J'ai compris que la non-réponse... Vous avez proposé une sorte de primaire... Une votation citoyenne. Oui, une votation. Bon, la primaire, je sais ce que ça donne. Je l'ai vécu. Ça permet de choisir, mais ça fracture et ça divise une famille politique. Donc j'ai essayé, en sincérité, de voir de quelle manière on peut permettre aux citoyens de faire irruption dans le jeu démocratique et finalement de ne plus être hors jeu, là où les partis politiques les maintiennent hors jeu, donc qu'ils délibèrent, qu'ils construisent une liste unie de l'écologie et de la gauche. Et j'ai proposé ce qu'on appelle un vote préférentiel. C'est comme l'Eurovision, vous auriez 8 listes, vous en choisissez 3. Ça a été refusé. Ça a été refusé. Et c'est intéressant de voir que sur ces questions-là, la plupart des partis politiques disent « Les Gilets jaunes, c'est formidable, il y a une demande de démocratie, il faut innover ». Moi, je propose une innovation. C'est non. On dit vive les citoyens, ils doivent parler. Je propose une votation citoyenne. C'est non. Mais rendez-vous compte de ça. Vous voyez bien que tout le monde... Ben oui, d'accord, mais vous aussi, vous êtes... Mais non, mais justement... Vous êtes parmi ceux qui disent, à 4%, à 5%, mais c'est pas ça. Je continue. Mais c'est justement pas ça le sujet. C'est que moi, je propose... En sincérité, depuis maintenant 2 ans, j'ai quitté le Parti Socialiste parce que je constatais l'obsolescence de ces solutions. Et je constate qu'ils sont bon nombre de ces partis de gauche à être obsolètes dans le fait de dire oui, il y a des grandes transitions, il y a le dérèglement climatique, la révolution numérique. Mais qu'est-ce qu'ils ont changé à leur solution? Rien. Les visages, ils sont interchangeables. Les diplômes, toujours les mêmes. Mais vous avez mais c'est toujours le même visage. J'ai bien compris. Pardon, je suis le mieux placé. Non, mais je ne dis pas que je suis nouveau. Mais moi, j'affirme en sincérité avoir mis des solutions en débat qui sont des solutions aujourd'hui qui répondent justement à ces transitions. Mais je ne me contente pas d'avancer sur la taxe européenne sur les robots, d'avancer sur un dividende universel versé par la Banque Centrale Européenne, de prôner une politique écologique commune. Ce que je propose, ce sont des méthodes nouvelles. On a l'impression quand même qu'il y a globalement le même discours, ou alors, ce sont des différences qui sont assez légères. Et du coup, on se dit, tiens, pourquoi est-ce qu'ils se rassemblent pas tous, la différence fondamentale, c'est que moi je dis, c'est terminer l'entre-soi. C'est terminer les réunions dans l'ombre entre gens bien nés qui décident de la bonne liste. La votation citoyenne, elle permet justement aux citoyens de faire irruption. Elle est refusée, nous mettons sur la table non seulement des méthodes, mais des propositions. Les propositions des autres, vous dites tout le monde est d'accord. Moi j'aimerais les connaître. Mais quand je les connaîtrai, j'en serai ravi. Mais c'est simple. À un moment,
faut que les citoyens de gauche et écologistes reconnaissent les projets politiques. Le mien est clair. Transition énergétique, refus du TAFTA, du CETA, taxe sur les transactions financières, lutte contre l'évasion fiscale, enfin tout ça, vous allez le retrouver dans la plupart des listes de gauche. Mais c'est bien la raison pour laquelle c'est un minimum. Mais le sujet, c'est est-ce qu'il faut se mettre d'accord sur ce minimum qui veut pas dire grand-chose et qui permet d'avoir toutes les signatures, ou est-ce qu'on essaie d'imaginer, et je le dis vraiment, je sais pas comment vous le dire autrement, ça fait... J'ai vécu une élection présidentielle, je connais tout ça par cœur. Tout le fonctionnement des partis, jeunes ou vieux d'ailleurs. En tout cas, Yannick Jadot, par exemple, il en a gardé un mauvais souvenir. Il veut plus travailler avec vous. Non, c'est qu'il il est dans une autre stratégie. Le Parti socialiste fait sa liste de son côté, la France insoumise de son côté. Ça, soit vous faites le constat que les vieux partis continuent chacun dans leur couloir de nage. Et c'est là où je trouve que ça manque de fraîcheur, d'innovation. Nous, la liste qu'on propose, il y a Place Publique qui veut rassembler tout le monde avec ça n'a pas marché et je l'avais un peu dit à Raphaël, tu risques de rencontrer les mêmes difficultés que tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est ainsi. Mais oublions les partis. Honnêtement, ça sert pas à grand chose, pas beaucoup de solutions et à la fin, on est toujours à parler d'eux. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui et que moi je veux dire, c'est que l'Europe elle a du pouvoir ou pas? La réponse est oui. Le débat, c'est juste entre ceux qui sont favorables aux politiques actuelles en Europe et les nationalistes, ou est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a une voie en Europe, démocratique, qui prône des solutions qui, autour de la transition écologique, d'un New Deal vert, de la question justement de la lutte contre l'évasion fiscale, de la création d'impôts qui financeraient la puissance publique européenne, comme la taxe européenne sur les robots? Mais dans un nouveau groupe, faut bousculer le jeu. Aujourd'hui, tous ces groupes issus de la gauche sont en échec. La social-démocratie est alliée à la droite. Les écologistes tournent un coup à gauche, un coup à droite. Et la gauche radicale est restée enfermée entre les populistes d'un côté et ceux qui étaient issus de la gauche communiste traditionnelle. Bref, tout ça c'est fini. Et ce que je veux simplement vous dire, c'est que on peut pas tous parler des grandes transitions, des mutations du monde et que les seuls qui changent pas soient les partis politiques. Bon, moi j'ai pris parti de dire que nous sommes libres. Libres de dire, par exemple, ça plaira ou pas, que l'hospitalité, nous la devons aux persécutés qui traversent la Méditerranée. Libre de dire qu'il faut prendre le chemin de la reconquête des droits comme l'obligation pour tous les pays européens d'avoir l'IVG comme autorisé pour les femmes et le droit à disposer de son propre corps, comme l'abolition de la peine de mort a été mise en place. Libre d'affirmer. On aura tout le temps de parler de l'Europe. Non mais je vous le dis, mais parce que c'est ça le plus important, c'est d'être en reconquête. C'est ce que vous dites. Mais du coup, concrètement, vous voulez en fait remplacer le PS, c'est-à-dire vous voulez l'éliminer et prendre sa place. Mais je veux éliminer personne. Alors là, je vous le dis très sincèrement, loin de moi cette idée-là. Y compris, je respecte chacune des formations politiques, les histoires et les cultures. Mais il me semble qu'il faut se tourner vers l'avenir. Et de se tourner vers l'avenir, c'est pas vouloir assurer la survie de partis avec leurs intérêts, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on redevient utile. Il y a une chose qui est certaine, c'est que nos États-nations sont impotents, impuissants à régler les problèmes parce qu'ils ne sont pas à la hauteur des problèmes qu'ils doivent résoudre. Donc l'Europe. Donc, bah oui, mais vraiment, ma conviction, et ça fait débat aussi à gauche, c'est que moi je pense que l'Europe nous redonne de la liberté. Une capacité à agir. D'autres disent non, il faut rapatrier tout dans les frontières de la nation. Moi, je ne le crois pas. Ça, c'est aussi un beau débat. Mais c'est la preuve qu'on peut faire un débat avec Emmanuel Macron sans pour autant que le seul adversaire, ce soit le nationalisme. Parce qu'à la fin, le risque, c'est que ce soit les nationalistes qui prennent le pouvoir, comme c'est déjà le cas dans beaucoup de pays européens. Merci beaucoup. Merci Benoît Hamon d'être venu. Ce débat européen, on l'aura longuement sur BFM TV. Restez avec nous, on parle de l'Algérie tout de suite.